Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après un sacré moment. Et donc, bienvenue au Dev du jeudi, saison 2. Voilà, c'est déjà la deuxième saison. A priori, beaucoup de monde a apprécié la première saison et attendait avec impatience que la deuxième saison démarre. Donc voilà, c'est fait, on est parti. C'est le premier épisode aujourd'hui. Ce matin, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on va voir pendant cette nouvelle saison, pendant cette saison 2. On parlera un petit peu des produits et tout ça. Et puis cet après-midi, on parlera un petit peu plus base de données. Donc cette saison 2, on va faire une petite présentation pour expliquer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir voir. Ça va être assez light ce matin, donc voilà, il ne faut pas s'affoler. Et on attaquera plus cet après-midi. Donc je rappelle le principe, le Dev du jeudi, c'est un événement online qui se déroule tous les jeudis. Tiens, il m'a supprimé la ligne qu'il y avait en bas. Il va y avoir un jeudi, ça ne sera pas le cas. C'est le jeudi 9 mai en fait, tout simplement parce que c'est un jour férié. Donc c'est un événement online, bien entendu, entièrement gratuit, vous avez pu tous le voir, qui est dédié aux différents outils Embarcadero. Donc une des petites différences cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'on ne va pas parler seulement de la partie outils et développement. On parlera également des outils autour de la base de données. On aura William qui sera là pour ça. C'est un événement, bien entendu, qui se déroule en France, qui est entièrement en français. L'événement se termine le jeudi 27 juin. Donc au total, on aura 17 épisodes, ce qui fait un épisode de plus que l'année dernière. On va voir après, je vais vous présenter dans les autres sessions qu'il y a d'autres nouveautés qui vous attendent pour cette nouvelle saison. Comme l'année dernière, tous les épisodes seront enregistrés et publié sur la chaîne YouTube. Donc il y a une chaîne YouTube qui est ici, youtube.com/le dev du jeudi. Chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver bien entendu tous les épisodes de la saison 1 et sur lesquels vous aurez ensuite tous les épisodes de la saison 2. Donc n'hésitez pas à y aller et à visualiser ces épisodes et vous aurez accès ensuite aux autres épisodes. Je vais en profiter pour... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, c'était pas ça non plus. Hop. Pour envoyer le lien à tout le monde, même si normalement, je suppose que tout le monde est censé l'avoir. Voilà, comme ça tout le monde l'a. Donc je l'ai dit, événement online, vous avez juste besoin de vous connecter et de suivre. Tout sera enregistré, 17 épisodes au total. Et tout sera disponible sur YouTube ensuite. On va faire un petit descriptif des différents épisodes qu'on va avoir. Donc on commence bien aujourd'hui l'épisode 1, le jeudi 28 février. Aujourd'hui, on va parler, donc, ce que j'ai dit, une petite intro, une présentation de la saison. Cet après-midi, on va parler base de données, puisqu'on va modéliser une base de données avec RStudio, DB Artisan, RapidSQL. Dans l'épisode 2, on va créer, en fait, c'est bête parce que j'ai, c'est pas grave. Dans l'épisode 2, on va créer un serveur DataSnap et on mettra un jeu de données dans ce serveur DataSnap. Dans l'épisode 3, on fera un rappel sur le langage Delphi. On parlera développement objet, on parlera de la modélisation des classes aussi. On parlera des RTTI, des collections, des génériques, des interfaces, ce genre de choses.
Dans l'épisode 4, on fera un client VCL, Win32 et Win64, qui se connectera à notre serveur DataSnap. Et on utilisera les styles, on verra comment on utilise les styles, comment on peut en créer, et ainsi de suite. Dans l'épisode 5, on va parler cloud computing et on rajoutera des fonctionnalités à nos applications en utilisant le système Amazon et Microsoft Azure, puisqu'il y a des classes dans Delphi qui permettent directement d'accéder à toutes ces possibilités de cloud. Dans l'épisode 6, on créera un client FireMonkey, Win32, Win64. On utilisera également les styles, on verra comment ça fonctionne. Donc là, on était dans l'épisode 6. Dans l'épisode 7, on parlera de la 3D avec FireMonkey, bien entendu, puisqu'on a des fonctionnalités pour faire de la 3D avec FireMonkey. Donc on verra comment on peut utiliser la 3D, comment vous pourriez faire des choses assez sympas dans vos IHM. Ensuite, dans l'épisode 8, on créera un client Windows 8 en utilisant soit la VCL, soit FireMonkey. On fera les deux cas. Dans l'épisode 9, on créera un client Mac OS X. Des clients qui se connecteront donc toujours à nos serveurs DataSnap, bien entendu. Dans l'épisode 10, on créera un client web avec HTML5 Builder. Donc on parlera d'HTML5 Builder, on fera du PHP, on fera de l'HTML5. Et dans l'épisode suivant, on continuera avec HTML5 Builder dans l'épisode 11, mais cette fois on parlera de la partie mobile. Donc pour voir comment on peut créer des clients Android, iOS, BlackBerry ou Windows Phone. Dans l'épisode 12, donc on parlera de la création d'un client mobile natif iOS avec Delphi, pas avec le Delphi X2, même si avec le Delphi X2 on peut déjà le faire, mais avec la nouvelle solution qui va arriver, Mobile Studio, on va en reparler après. Dans l'épisode 13, on parlera de création de composants avec FireMonkey. Dans l'épisode 14, on parlera des éditions avec Fast Report notamment. Donc on verra également sur cette partie comment, même avec FireMonkey, on peut faire des éditions, voire des éditions multiplateformes. Dans l'épisode 15, on parlera de templates, de modèles de fiches, des experts de création, ce genre de choses. Non, dans l'épisode 15, pardon, j'ai dit 16, il me semble. Dans l'épisode 16, on parlera intégration continue. Donc on mettra en place Subversion, on générera la doc technique. On parlera des audits, des métriques, un peu différents outils qui sont autour du RadStudio. Dans le dernier épisode, on reviendra un petit peu autour de la base de données, puisqu'on parlera optimisation, on parlera de deux outils qui sont DB Optimizer et Change Manager. On parlera de tests unitaires avec des units, il y aura la conclusion. Logiquement, il est prévu qu'on ait une personne d'Embarcadero qui sera présente, un responsable d'Embarcadero qui sera présent pour nous donner toutes les infos et répondre à vos questions. Pour ceux qui connaissent déjà le Dev du jeudi, qui auraient participé à la saison 1, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tous les moments. Vous avez une interface dans laquelle vous avez une fenêtre questions, d'accord? Donc n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous avez à poser. On n'y répondra pas forcément au fur et à mesure, mais on fera, voilà, au moment des pauses. Juste avant, on répondra aux différentes questions. Donc n'hésitez pas tout le long, si vous avez des questions, à les poser. Les intervenants, donc pendant ce Dev du jeudi, saison 2, il y aura 2 personnes qui vont intervenir. Bien entendu, j'interviendrai. Je suis Thierry Laborde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore.
Je suis le responsable technique Embarcadero chez Arro ECS. Arro ECS qui est le représentant de la marque Embarcadero en France. Je suis plus spécifiquement sur la partie outils de développement. Il y a mon email qui est thierry.laborde@arroecs.fr. Je vais pareil l'envoyer à tout le monde. Normalement, je suppose que tout le monde l'a déjà. Mais bon, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou autres. On aura également William Whitver qui va intervenir sur la partie outils de base de données. Je rappelle que William est le responsable technique Embarcadero. Il est plus spécifiquement sur la partie outils de base de données. Vous avez son email qui est ici, william.whitver@embarcadero.com. N'hésitez pas de la même manière à le contacter si vous aviez des questions. Voilà, je vous ai envoyé le mail aussi. Donc lui, on interviendra tous les deux. William plus spécifiquement sur la partie outils de base de données, moi sur la partie outils de développement, mais bon, il n'y a pas. Il se peut aussi qu'à n'importe quel moment, une ou des deux personnes interviennent, il n'y a pas de raison. Voilà. Contrairement à l'année dernière où William était là, hein, puisqu'il aidait beaucoup sur pas mal de parties derrière pour la gestion de l'événement. Cette année, il va un peu plus participer puisqu'il va présenter les sessions, et notamment cet après-midi. Les nouveautés. Donc, on a essayé d'amener des nouvelles choses cette année, histoire de ne pas faire un dev du jeudi saison 1 qui soit une copie conforme du dev du jeudi, non, un dev du jeudi saison 2 qui ne soit pas une copie conforme du dev du jeudi saison 1. Et donc, une des principales nouveautés, c'est que cette année, pendant les 17 épisodes de cette saison, on va créer une application complète. On va créer une application de CRM pendant toute la saison 2. Et tous les sources seront à disposition. Il y a un lien SourceForge. Je vous le redonnerai en fin d'après-midi puisqu'on aura déjà commencé à mettre une partie des choses. Et sur chaque épisode, on enrichira et on mettra tous les sources de tout ce qui aura été créé pendant cette saison. Voilà, donc ça c'est une vraie nouveauté par rapport à la saison 1. Vous aurez accès à toutes les sources et à tout ce qui sera créé. Et il y a une vraie application de CRM qui va être créée. Alors attention, le but c'est pas de créer l'application de CRM du siècle. Elle sera relativement simple. Le but n'étant pas d'aller très loin fonctionnellement et tout ça, mais plus d'expliquer le fonctionnement, puisque si on revient sur les différents épisodes, on voit mieux l'évolution en fait de notre application, puisqu'on va commencer par créer la base de données. C'est ce que fera cet après-midi William, où on va modéliser notre base de données, on va la créer. Ensuite, on va créer un serveur d'application, puisque bien entendu, notre application de CRM fonctionnera en 3 tiers, donc il y aura un serveur d'application. Donc on créera notre serveur DataSnap, on mettra un jeu de données également pour pouvoir travailler avec. Et ensuite, on va créer différentes applications clientes qui vont nous permettre d'accéder à notre serveur DataSnap. Donc il y aura des clients VCL classiques, Windows, Win32, Win64. On aura des clients FireMonkey. On agrémentera nos IHM avec la 3D, on créera des clients Windows 8, on créera des clients macOS X. Toutes ces applications clientes se connecteront à notre serveur d'application et permettront donc d'avoir une application de CRM avec plein de clients qu'on peut utiliser à différents moments sur différentes machines. On fera des clients mobiles aussi avec HTML5 Builder, mais également avec la partie Mobile Studio. Voilà, on créera des composants, on mettra des éditions et on finalisera en essayant d'optimiser un petit peu la base de données et autres. Voilà.
Le but étant vraiment, du premier épisode jusqu'au dernier épisode, construire une vraie application. Encore une fois, le but n'est pas de rivaliser avec des applications de CRM. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client en fait. Donc le but, c'est pas de sortir l'application du siècle dans le CRM, mais plus d'expliquer voilà, comment on va échanger avec le serveur d'application, comment on va créer les différents types de clients. Et encore une fois, à chaque fois, vous retrouverez tous les sources sur SourceForge. On vous redonnera le lien, mais il n'y a pas de souci, donc vous pourrez retrouver tous les sources. Donc les applis qu'on va créer pendant la saison 2, on va créer donc un serveur DataSnap, je l'ai dit. On va utiliser une base de données MS SQL, d'accord. On aurait pu utiliser d'autres types de bases de données. C'est aussi pour montrer que on ne reste pas que dans l'environnement Embarcadero. Ça aurait été un peu simple de créer une base de données interbase, mais aussi de montrer que même à partir de nos outils, on sait également se connecter à d'autres types de bases de données. Donc voilà, on a fait le choix de MS SQL, pourquoi pas. Comme ça, il est assez facile d'avoir des versions express de MS SQL et donc de faire le même type de test avec. Ceci dit, étant donné qu'on va modéliser la base de données, pour ceux qui auraient RStudio, on verra ça cet après-midi, vous aurez possibilité après de créer une base de données qui sera autre que MS SQL. Et nous, toute la démo et tous nos exemples se feront avec une base MS SQL. Voilà. On créera ensuite un client VCL, FireMonkey, Win32 ou Win64. Donc on verra toutes les particularités et les différences entre VCL et FireMonkey. Les particularités Win32, Win64. On verra comment on peut apporter des styles, mettre des styles dans nos applications, aussi bien VCL et FireMonkey. On aura l'occasion de créer un client macOS X. Donc on le fera bien entendu avec FireMonkey. On déploiera donc sur un Mac, on verra comment ça peut marcher. On verra quelques petites particularités ou comment faire du code qui serait spécifique au Mac par rapport à du code Windows, et ainsi de suite. Donc tout ça pour récupérer des informations de notre serveur d'application, notre base de données MS SQL, d'accord, notre serveur DataSnap et notre base de données MS SQL. Et donc afficher les informations qu'on aura dans notre base pour la gestion de notre relation client. On créera un client Windows 8 puisque ça fait partie des nouveautés de la version X3, donc que ce soit avec la VCL ou avec FireMonkey. On verra on déploiera sur un poste en Windows 8. On verra comment on peut l'intégrer sur une machine Windows 8. On parlera des différentes particularités, des différentes versions qu'il peut y avoir de Windows 8, des contraintes qu'il y aurait dans certains cas. Voilà, on verra comment s'intégrer dans l'écran d'accueil, lancer notre application. Enfin voilà, on fera vraiment la démo complète. Et pas simplement faire une démo de voilà comment faire pour développer, mais on créera vraiment une vraie application qui fonctionnera sur Windows 8. Une des sessions qui va certainement intéresser énormément de monde, ça va être la création d'un client natif iOS. J'insiste bien sur le côté natif, d'accord. Donc là, c'est pas quelque chose qui va être créé avec HTML5 Builder, mais c'est quelque chose qui sera créé avec le Mobile Studio, qui va bientôt sortir. On en reparlera ce matin. Hein. Et donc on verra comment dans Delphi avec FireMonkey on peut créer directement une application native iOS donc pour iPhone, iPad et iPod Touch. Donc si je me souviens bien, cette session se trouvera en mai. Voilà. Donc il faudra attendre un petit peu pour pouvoir la voir. Mais ça nous permettra justement d'avoir la version du Mobile Studio déjà à ce moment-là et de pouvoir créer directement. On créera également des applications clientes web. Toujours pareil, hein, toutes ces applications clientes se connecteront à notre serveur DataSnap. Donc des applications web
PHP classique, mais également de l'HTML5, puisqu'on peut maintenant faire de l'HTML5 avec le nouvel outil HTML5 Builder. Donc on verra comment on peut créer ces clients web, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire au niveau design, comment les enrichir, on verra comment les déployer et autres. Et on utilisera également HTML5 Builder pour créer d'autres clients mobiles, mais cette fois en utilisant la technologie PhoneGap qui a été intégrée dans HTML5 Builder. Et ça nous permettra de créer en fait des clients Android, un client Android, on créera un client BlackBerry et Windows Phone. Donc on ne recréera pas un client iOS puisqu'on en aura déjà fait un avec la partie native, même si on pourrait le faire avec PhoneGap. Là, ça n'aurait pas d'intérêt particulier, il sera mieux de le faire avec la partie native. D'accord, donc on utilisera HTML5 Builder pour faire ces applications. On verra les contraintes qu'il pourrait y avoir pour le déploiement selon les types d'applications, que ce soit Android, BlackBerry, Windows Phone. Et on les déploiera, on fera, alors pas sur toutes les plateformes, mais sur certaines on fera un test directement sur un mobile, en tout cas en l'occurrence sur le téléphone, sur un téléphone Android, ça oui, on fera un test sur BlackBerry peut-être, si tout se passe bien. Et sur Windows Phone, on fera peut-être pas un test sur un téléphone directement, mais en tout cas on montrera comment on peut faire et comment on peut générer cette application. Donc je vous rassure, on verra hein, comment ça, jusqu'au déploiement sur le téléphone vraiment, hein, encore une fois peut-être pas sur tous, mais en tout cas sur Android sûr, peut-être sur BlackBerry. Donc vraiment comment, et on visualisera que ça fonctionne bien sur ce type de téléphone. N'hésitez pas à communiquer sur le dev du jeudi en utilisant Twitter, en utilisant le hashtag le dev du jeudi, d'accord. Donc surtout n'hésitez pas à communiquer et à échanger l'information autour de vous et à la faire circuler. Ok, on va continuer avec un petit retour sur les produits. On va reparler un petit peu des outils de la partie outils de développement. Hein. Je laisserai William aborder la partie outils de base de données cet après-midi. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la partie outils de développement. Et on va refaire le point un petit peu sur savoir les différents produits qu'on a et où on en est aujourd'hui, quelles sont les versions des produits. Donc le premier produit, c'est bien entendu Delphi X3. D'accord, donc Delphi X3, ses principales nouveautés. Donc c'est l'outil qui sera principalement utilisé lors de toute la saison 2, hein, dans la majorité des cas, sauf quand on fera de l'HTML5 Builder ou autre. Ses principales nouveautés dans la version X3, encore une fois, c'est l'arrivée de Windows 8, donc le support de Windows 8. On verra qu'il y a certaines petites particularités liées à Windows 8. Donc on a un épisode dessus, on en parlera à ce moment-là. Le support de macOS, alors c'était déjà le cas dans la X2, mais on supporte maintenant la dernière version de macOS X. À savoir Mountain Lion, et ce qui veut dire également qu'on supporte également tout ce qui est écran Retina, donc les nouveaux écrans voilà, qui sont beaucoup plus larges, donc qui sont supportés directement. On supporte également depuis la X3 Metropolis, qui est la nouvelle interface qui est proposée par Windows 8, d'accord, donc on a la possibilité d'utiliser le système avec les tuiles et tout ça. On verra justement quand on créera le client dédié à Windows 8, on verra comment on peut faire ça, comment on y accède, aussi bien en VCL qu'avec FireMonkey, on verra dans les deux cas. Une autre des nouveautés, c'est l'arrivée de FireMonkey 2, d'accord, donc une nouvelle version de FireMonkey,
plus optimisé et qui amène toute une série de nouvelles choses. On en parlera justement dans la session qui est dédiée à FireMonkey. L'arrivée, alors c'est pas l'arrivée de Live Bindings, puisque Live Bindings, ça faisait partie des choses qui étaient déjà présentes dans la X2, d'accord? Donc on avait déjà Live Binding, mais on a possibilité d'avoir un designer visuel, un visual Live Binding, qui va nous permettre de visualiser directement les liens qu'on va faire entre nos composants, entre nos bases et les composants et autres. Donc, ça fera partie des outils qu'on utilisera quand on connectera justement nos applications aux bases de données ou des composants entre eux. Donc on utilisera cet outil-là et on verra justement ce qu'il peut apporter. D'accord, donc ça c'est les principales nouveautés de la version X3. Je rappelle que Delphi X3, on va voir après qu'on a le RAD Studio qui existe aussi, que Delphi X3 peut être acheté tout seul, d'accord, séparément, ou on peut acheter le bundle RAD Studio, on va voir après qu'on a le RAD Studio. N'hésitez pas, je vois que William vous a envoyé le lien, à aller sur le lien embarcadero.com/fr product/Delphi. Vous aurez différentes informations qui sont intéressantes, notamment pardon, excusez-moi. Une fiche qui est intéressante, qui est la matrice fonctionnelle, d'accord, qui va me permettre d'avoir accès à un PDF. Là, vous a envoyé le lien, qui va vous permettre de lister toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, donc là dans le Delphi X3, puisqu'on est sur le Delphi X3. Et surtout, ce qui est intéressant, très souvent j'ai ce genre de questions, est-ce que dans telle version, pro, entreprise, architecte, on va revenir sur les éditions tout à l'heure, est-ce que telle ou telle chose est inclue ou pas? L'avantage, c'est que si vous allez sur la matrice des fonctionnalités, vous voyez que vous avez des colonnes en fonction des différentes éditions des produits, entreprise, ultimate, architecte, professionnel, voire même starter. Et vous pouvez voir pardon, quelles sont les fonctionnalités qui sont dans la version architecte, dans la version pro, dans la version entreprise. Donc vous pourrez très facilement voir si la fonctionnalité qui vous intéresse est disponible dans la version que vous souhaitez acheter ou pas. D'accord, donc n'hésitez pas à y aller. Toutes les fonctionnalités sont vraiment détaillées, quoi. Enfin, vous avez le détail de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. On voit qu'il y a pas mal de pages, il y a 16 pages, donc il y a pas mal d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Vous trouverez quelque chose également qui peut être intéressant, qui est le menu ici version précédente. D'accord, donc je rappelle que ça fait déjà maintenant quelques versions qu'on propose ce système-là. À partir du moment où vous achetez une version X3, vous aurez accès aux versions précédentes. Alors quand on dit les versions précédentes, vous allez avoir accès à la version X2, vous allez avoir accès à la version XE, 2010, 2009, 2007 et dans le cas du Delphi, Delphi 7. D'accord. Pour avoir accès à ces versions précédentes, il faudra qu'à chaque fois vous ayez donc bien entendu acheté la version X3, que vous ayez installé déjà la version X3 et que vous l'ayez enregistrée, c'est très important. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez revenir ici et aller sur le lien qui est prévu ici, justement. Pardon. Où tout est expliqué, très simplement. On vous donne un lien, on vous réexplique bien ce que je vous ai dit, qu'il va vous falloir d'abord installer et enregistrer les versions précédentes. C'est bien précisé que ce n'est pas disponible pour les gens qui sont en licence académique. Une fois que vous êtes sur le lien, vous allez rentrer le numéro de série, c'est le numéro de série du produit X3 que vous avez acheté, d'accord, le Delphi, le C++ Builder, le RAD Studio, le HTML5 Builder. Et quand vous allez cliquer sur obtenir les produits gratuits, vous aurez des numéros de série qui sont générés selon les différents produits, vous aurez les liens pour télécharger les produits et donc vous aurez accès aux anciennes versions.
Donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut d'abord avoir, bien entendu, avoir la version X3, et en plus avoir installé et enregistré la version X3. Voilà, donc n'hésitez pas en fait à aller sur ces pages, hein, vous retrouverez pas mal d'informations. Autre chose qui peut être intéressant, donc quand on est sur la page Delphi, vous avez sur la droite la partie outils et composants. Vous allez retrouver différents liens avec les outils, les composants tiers qui sont compatibles avec les différentes versions. Vous voyez qu'on a un lien pour X3, X2 et XE. Et si vous allez sur ce lien, c'est un peu long. Bon, on va pas rester 3 heures là. Ukraine doit être fatigué. En tout cas, vous retrouverez les liens. Vous avez les liens ici, donc après vous pouvez aller directement. Alors, ça ne veut pas dire que si le composant qui vous intéresse n'est pas listé là-dedans, qu'il n'y a forcément aucune version compatible X3, puisque là-dedans, c'est surtout les principaux éditeurs de composants, ceux qui sont partenaires Embarcadero ou les composants les plus connus, open source, ce genre de choses. Il peut arriver qu'il y ait certains petits composants qui ne soient pas référencés là-dedans. Voilà. Donc tous les principaux et les gros, ils sont. Et après, il peut arriver que certains petits autres ne soient pas forcément recensés là-dedans. Le deuxième outil, c'est le C++ Builder X3. Donc qui est le pendant du Delphi en C++, hein, donc qui va nous permettre de faire les mêmes choses que l'on pourrait faire avec le Delphi, mais en codant en C++, d'accord. Les principales nouveautés, ça va être, donc pareil, le lien, donc l'arrivée encore une fois de Windows 8, la possibilité de compiler pour des applications pour Windows 8, le support de Mac OS X avec donc Mountain Lion, d'accord, les écrans Retina comme je l'ai précisé. Par rapport à Windows 8, l'arrivée de Metropolis, d'accord, la nouvelle interface. Donc de la même manière qu'on l'avait pour Delphi, on l'a également pour C++ Builder. Il y a un vrai besoin, enfin pas un vrai besoin, une vraie envie de la part d'Embarcadero de faire évoluer les deux produits Delphi et C++ Builder en même temps. Alors il peut arriver certaines fois qu'il y ait un petit décalage entre les deux sur certaines fonctionnalités. Ça a été le cas, ceux qui ont acheté le C++ Builder en X3 à la sortie de X3, vous avez pu remarquer que l'on n'avait pas possibilité de faire du Win64 en C++, alors que c'était possible en Delphi. Tout simplement parce qu'il y avait le compilateur C++ Builder qui était en train d'être refait complètement. C'est chose faite maintenant, hein, il y a eu un update de la version X3 qui permet de compiler en C++ Builder pour du Windows 64 bits. Au passage, on supporte les dernières standards C++, les derniers standards C++, et les dernières normes qui peuvent exister. D'accord, donc là maintenant aujourd'hui, comme dans Delphi, on peut faire du Win32, du Win64 en C++. Il est vrai qu'on ne va pas forcément parler de C++ Builder, mais encore une fois, ce qu'on peut faire, ce qu'on va voir dans Delphi pendant toute cette saison va pouvoir être fait avec C++ Builder. S'il y a certaines fois où il y a des petites choses qui ne peuvent pas être faites ou qui sont un petit peu différentes, je le préciserai bien entendu. D'accord.
La simple raison qui fait qu'on va surtout le faire sur Delphi, c'est que c'est ce que je maîtrise mieux. Je maîtrise mieux Delphi que le C++. Voilà, je suis clair là-dessus. Donc, plutôt que de faire une session en Delphi, refaire une session à l'identique C++ Mulder, voilà, on fait simplement des sessions Delphi, tout en sachant que, encore une fois, ce que l'on voit avec Delphi, sauf s'il y a des points où je le préciserai, mais il y en a vraiment très très peu, ne peut pas être fait avec le C++ Builder, mais la majorité va pouvoir être fait de la même manière avec le C++ Builder. Donc pareil sur le C++ Builder, n'hésitez pas à aller sur la page, vous retrouverez la matrice également, le lien avec les outils des composants, le lien pour les versions précédentes, c'est les mêmes liens après. D'accord, donc n'hésitez pas à aller sur ces pages-là. Le troisième outil, c'est le HTML5 Builder. Donc HTML5 Builder, c'est le nouveau nom du produit qui s'appelait avant RadPHP. D'accord, donc le nom a changé. On verra dans la session, on a une session, on a même deux sessions sur le HTML5 Builder, puisqu'on créera un client web. Une des particularités du HTML5 Builder, c'est qu'on peut faire du web classique, PHP, on peut faire de l'HTML5, du CSS3, on verra qu'on peut faire du JavaScript. Donc toutes ces fonctionnalités-là sont intégrées directement dans le HTML5 Builder. Donc tout ce qu'on pouvait faire déjà avec le RadPHP, on peut bien entendu continuer de le faire avec le HTML5 Builder. En plus, on va pouvoir faire donc utiliser toutes les dernières technos comme HTML5, CSS3. On verra comment on peut faire du JavaScript. Mais on a également dans HTML5 Builder intégré différentes technologies. Et en l'occurrence, on a intégré par exemple jQuery Mobile. Donc ils sont deux technologies. Donc je fais une technologie, puis après il y en a une autre. Donc jQuery Mobile qui est un framework JavaScript qui va permettre de développer des applications spécifiquement pour les mobiles. D'accord. Donc on a intégré cette technologie dans le HTML5 Builder. On en parlera justement quand on fera la partie mobile HTML5 Builder, d'accord, pour faire un client Android, iOS, enfin iOS non, on ne fera pas avec HTML5 Builder. BlackBerry ou Windows Phone. Et la deuxième technologie donc, qui a été intégrée et qui nous permettra justement de déployer nos applications sur des téléphones, c'est tout simplement la technologie PhoneGap, qui est une technologie qui permet de packager une application justement JavaScript avec de l'HTML5 pour en faire une application native, d'accord, et déployer ça sur les différents stores, sur l'Apple Store, sur Google Play ou autre, d'accord. Donc au final, on a bien une application native, on verra les particularités que ça a, d'accord, et comment on va pouvoir créer ça. Il y a un nouveau système qui a été mis en place avec PhoneGap, notamment pour pouvoir générer nos applications, on en parlera aussi, c'est intégré directement dans HTML5 Builder. Donc on verra ces différents types d'applications. Donc vraiment deux parties dans le HTML5, la partie web un peu plus traditionnelle, avec du PHP, de l'HTML5, du JavaScript, des CSS bien entendu, et tout ça. Et la partie mobile avec jQuery Mobile et PhoneGap, sur lequel on va pouvoir créer des applications web à la base, mais qui vont pouvoir être packagées pour faire des applications natives. Comme pour les autres produits sur la page, les liens vers la fiche produit, la matrice, les éditions, les versions précédentes. Si vous achetez un HTML5 Builder X3, vous aurez bien entendu accès aux anciennes versions qui étaient RadPHP X2, RadPHP XE, et voilà. Le C++ Builder, donc comme le Delphi, hein, je l'avais là en plus, va vous permettre d'accéder aux versions précédentes. Pour le C++ Builder, donc vous accéderez aux versions donc X2, XE, 2010, 2009, 2007 et C++ Builder 6. Dans le Delphi, on a accès, à chaque fois on a accès à une ancienne version, enfin à chaque fois, dans Delphi C++ Builder en tout cas. Donc dans Delphi, c'est le Delphi 7.
et C++ Builder, c'est le C++ Builder 6. Donc le HTML5 Builder et le dernier outil, enfin on aura autre chose après, c'est le RAD Studio X3. Alors je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, chaque produit qu'on a vu, le Delphi, le C++ Builder, le HTML5 Builder, sont des produits qui peuvent être achetés séparément. Vous pouvez les acheter tout seul. Je peux acheter une licence Delphi, une licence C++ Builder et ainsi de suite. Sinon, j'ai possibilité également de prendre le bundle RAD Studio, qui n'est pas un produit spécifiquement, mais plus un bundle commercial qui va regrouper différents produits. En fait, à partir du moment où vous allez acheter un RAD Studio X3, ben, tout simplement, vous allez avoir accès à tous ces produits-là. Donc, vous allez avoir accès au Delphi X3, vous allez avoir accès au C++ Builder X3, qu'on vient de voir, vous allez avoir accès au HTML5 Builder, qu'on vient de voir également. La particularité, c'est que vous allez également avoir accès à l'outil Embarcadero Prism. La particularité et le changement depuis la X3, c'est que Prism, contrairement à avant, ne peut plus maintenant être acheté tout seul. D'accord, Prism est un outil qui permet de faire du développement pour le framework .NET. D'accord, donc on est basé sur Visual Studio. Et on va pouvoir créer des applications pour .NET, donc des applications .NET classiques, ASP.NET, Windows Phone aussi, puisque du coup ça utilise .NET. Tout ce qui peut être fait aujourd'hui autour de .NET, mais on continuera de coder en Pascal, même s'il y a quelques différences avec le Pascal qui est standard, mais la très grande majorité est identique. Cet outil est fait en partenariat avec une société qui s'appelle RemObject. D'accord, donc remobject.com. C'est eux qui font, en partenariat avec Embarcadero, l'outil Embarcadero Prism. La particularité donc depuis la X3, c'est que maintenant le produit ne peut plus être acheté tout seul. Si vous vouliez le produit tout seul, il faudra l'acheter directement chez RemObject en fait. Par contre, si vous achetez le RAD Studio, donc le bundle qui regroupe tous les outils, vous aurez accès à Embarcadero Prism. D'accord. Donc à partir du moment en fait où j'achète le RAD Studio, j'ai accès à tous ces outils-là, d'accord, en version X3 bien entendu. Et du coup, je peux développer sur toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, puisque je peux faire du Windows, je peux faire du macOS, je peux faire du mobile avec HTML5 Builder, je peux faire tout ce qui est sur le framework .NET avec Prism. Voilà. Donc j'ai accès à pratiquement toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. Donc soit j'achète les outils séparément, un Delphi, un C++ Builder, le HTML5 Builder, soit je prends le bundle RAD Studio, et dans ce cas-là, j'ai accès à la totalité des outils. Et on va terminer avec Interbase X3, qui est donc la base de données d'Embarcadero. De la même manière, n'hésitez pas à aller sur la page pour voir les différentes fonctionnalités. Vous aurez la matrice également et vous aurez, on verra dans les éditions, justement on va faire le lien parce que sur Interbase c'est un peu particulier. Vous aurez accès aux différentes éditions pour voir ce qui est fourni selon ce qu'on prend. Donc Interbase X3, c'est le système de base de données d'Embarcadero, qui bien entendu est intégré dans tous les outils. Donc à partir de tous les outils de développement qu'on vient de voir, on est capable de se connecter à une base de données Interbase. D'accord, donc c'est le cas dans Delphi, C++ Builder, dans HTML5 Builder. Un des principaux avantages d'Interbase X3, c'est vraiment le côté pratiquement zéro administration, très simple d'administration.
très peu d'empreintes sur le disque puisqu'on n'utilise pas beaucoup de place disque. C'est une vraie base de données qui supporte l'Unicode, qui SQL 92, enfin, qui a toutes les dernières évolutions et possibilités, qui est multiplateforme. Il faut savoir que depuis très longtemps, Interbase est capable de fonctionner bien entendu sur Windows et sur Windows 8 également, mais également sur macOS, sur Linux et sur Solaris. D'accord. C'est une base de données qui est capable de fonctionner sur tous ces environnements-là. Une base de données très performante qu'on peut déployer sur du cloud, bien entendu, qu'on va pouvoir attaquer à partir de tous les outils, comme c'est précisé ici. Possibilité de crypter également la base de données, de crypter également ce qui transite entre le client et la base de données. Donc il y a des fonctions de sécurité, hein, comme le crash recovering, quand la base plante pour pouvoir récupérer, journaliser en fait ce qui se passe et pouvoir récupérer juste avant le crash en fait. Pardon. Donc il existe bien entendu une version embarquée également d'Interbase. Et il faut le savoir, très bientôt en fait on va vous annoncer des nouvelles choses au niveau d'Interbase. Et on va vous proposer notamment des choses avec le mobile. Voilà. Donc, pas de date pour le moment, mais ça va, c'est vraiment bientôt, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, ça va arriver et vous allez pouvoir très bientôt avoir des choses là-dessus. D'accord. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure de version embarquée, sur Windows, hein, il existe une version embedded où on n'a pas besoin de déployer le client en fait, comme ça peut exister sur Firebird pour ceux qui connaissent déjà. Mais on va avoir bientôt également possibilité de pouvoir l'avoir sur des mobiles. C'était pas ça que je voulais, c'était les éditions, pardon. Donc sur Interbase, il existe différentes versions de la base de données, d'accord. Il va exister une version serveur, donc c'est un serveur classique. Je vais avoir un certain nombre de licences clientes en fonction des clients du nombre de clients que je vais avoir. Un des avantages d'Interbase, ceux qui connaissaient les anciennes versions d'Interbase, il fallait savoir sur quel serveur on allait déployer, combien de cœurs, combien de processeurs, en fonction, il fallait prendre un certain nombre de licences. Donc ce temps-là est terminé depuis très longtemps. Hein. La licence serveur de base est à 200 €, il faut savoir. Après, il faut rajouter bien entendu le nombre de clients qu'on va vouloir. Mais cette licence de base à 200 € est capable de s'adapter en fait en fonction du nombre de serveurs, du nombre de processeurs et du nombre de cœurs que vous allez avoir sur votre serveur. Et donc si vous avez 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, ça s'adaptera automatiquement en fonction du nombre de processeurs également, avec une limite à 8 processeurs et après on peut rajouter sinon des licences supplémentaires, mais déjà de base on peut aller jusqu'à voilà, 8, donc il y a déjà de quoi faire. Donc ça c'est la version serveur. Il existe une version to go, d'accord, une édition to go, donc ça c'est la version embedded justement, donc qui est embarquée. L'avantage de la version to go, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer un serveur justement, donc il y a juste la base de données, une DLL en fait, et on accède directement à notre base de données directement à partir de notre application. D'accord. Donc pas besoin d'installer de client ou autre, très simple. Donc quand on veut embarquer ça avec notre application, qui a une licence, hein, mais qui est inclus en fait quand vous achetez la version directement. En fait, quoi. Voilà. Quand vous téléchargez, c'est déjà inclus dedans. Et voilà. Vous avez une version desktop, donc là qui va fonctionner. Par contre, il faut installer les choses. Faut installer le serveur, le client, d'accord, comme on l'aurait fait avec le serveur. La seule différence par rapport au serveur, en plus de son prix, bien entendu, c'est que là, on n'autorisera que des accès locaux, d'accord, pas d'accès local, pas d'accès distant. Donc là, c'est le cas où tout est sur la même machine, le serveur et la base de données. Il n'y a pas d'accès distant sur la base de données. Et il existe également, et ça c'est très intéressant, une version développeur d'Interbase
c'est tout simplement une version qui va vous permettre de travailler directement avec Interbase. Vous n'avez pas le droit de la déployer en clientèle. En l'occurrence, il faut savoir que si vous vous amusez à la déployer, le serveur s'arrêtera régulièrement en fait. Il n'est pas capable de tourner plus de 24 heures sans s'arrêter, donc c'est pour éviter justement qu'une version de développeur soit déployée en clientèle. Mais vous avez possibilité d'utiliser cette version pour travailler. Et en fait, il faut savoir que c'est une nouveauté dans la X3. Dès que vous allez installer un Delphi X3, C++ Builder X3, un RAD Studio X3, automatiquement vous aurez un Interbase X3 développeur en fait qui sera directement installé sur votre poste. Donc vous n'aurez même pas besoin d'aller le récupérer ailleurs pour le télécharger et l'installer. Vous installez le produit que vous avez acheté, vous avez la version Interbase et vous pouvez commencer à travailler avec. Après, quand vous déploierez chez vos clients, vous pourrez acheter les licences qui correspondront à ce que vous aurez besoin. Bon, bien entendu, hein, la version d'Interbase qui est installée, c'est dans le setup. Si vraiment vous n'avez pas besoin de cette version d'Interbase, vous pouvez cocher pour ne pas avoir l'installation de cette version d'Interbase. C'est une option dans le setup, on est bien d'accord. Et pour terminer avec les produits, avant de faire une pause, et puis on passera à d'autres choses, j'ai d'autres infos à vous donner. On va parler des éditions. On a vu les éditions d'Interbase parce que c'était un petit peu particulier. Mais dans tous les produits, il existe, donc dans les produits Delphi, C++ Builder et RAD Studio, pas dans le HTML5 Builder, hein, il n'y a pas de différence de version dans le HTML5 Builder, il n'y en a qu'une. Mais dans les autres produits, vous allez trouver 4 niveaux de version en fait. Vous allez trouver les versions professionnelles, des versions entreprise, des versions ultimate et des versions architecte. D'accord? Donc que ça soit avec le RAD Studio ou que ça soit avec le C++ Builder tout seul ou avec le Delphi tout seul, dans ces trois catégories, vous trouverez ces quatre niveaux de version. Pardon. Dans la version professionnelle, une des grandes choses qui va vous manquer dans la version professionnelle, c'est les accès aux bases de données. Vous allez trouver très peu d'accès aux bases de données. Vous ne trouverez pas DataSnap, notamment pour pouvoir faire du multitiers. Vous allez trouver simplement Interbase, MySQL et SQLite qui seront disponibles en accès base de données. Et encore, dans le cas de MySQL, ça sera que de l'accès local également et pas d'accès distant. D'accord, SQLite aussi. Et Interbase, si je me souviens bien, c'est aussi de l'accès local. D'accord, donc la version professionnelle, c'est plus pour dire, ok, je fais du développement, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir accès aux bases de données. Donc les drivers DB Express, si j'ai pas tous les drivers pour faire du multitiers avec DataSnap ou pour accéder à toutes les bases de données, c'est pas très grave. Donc je vais pouvoir partir sur une version professionnelle. Si j'ai besoin des accès aux bases de données et à toutes les bases de données, je vais plus facilement aller vers une version entreprise. D'accord? Donc dans la version entreprise, je pourrais faire du multitiers, j'aurai DataSnap. J'aurai accès à tous les types de bases de données, hein, donc on supporte aujourd'hui tous les principaux acteurs du marché, Interbase, SQL Server, Oracle, DB2, Sybase, MySQL, ODBC, il y en a bien plus, SQLite, Firebird, tout ce qui est Cloud, Amazon et Azure également. D'accord? Donc j'aurai tous les accès aux bases de données dans la version entreprise. En plus, au niveau des fonctions de refactoring, de tests unitaires et de modélisation, j'ai la totalité des fonctions, il y a quelques restrictions dans la version professionnelle. Mais la vraie grosse différence, elle est vraiment au niveau des accès aux bases de données. Ensuite, au-dessus de la version entreprise, j'ai la possibilité d'avoir la version Ultimate. Donc la version Ultimate, c'est quoi? C'est tout simplement l'équivalent de la version entreprise, avec en plus, hein, c'est ce qui est précisé ici, l'outil DB, enfin le bundle DB Power Studio, d'accord, qui va inclure en fait 3 outils de base de données. C'est des outils que William vous présentera durant cette saison 2, donc vous les verrez. Donc il y aura RapidSQL qui est un requêteur SQL,
DB Optimizer, un outil d'optimisation de base de données, et DB Change Manager, un outil pour gérer le changement des bases de données. D'accord? Donc je ne rentre pas dans le détail de ces outils. William vous en parlera un petit peu plus. Certains cet après-midi, d'autres plus tard dans les dernières sessions de la saison. Donc Ultimate, l'équivalent de la version entreprise, avec en plus le bundle DB Power Studio, qui vous donne accès aux 3 produits dont on a parlé. Il existe également une autre version qui est la version Architect. La version Architect, alors attention, ce n'est pas l'équivalent de la version Ultimate, même si elle est au-dessus. C'est l'équivalent de la version entreprise, avec en plus l'outil de modélisation que vous verrez cet après-midi, justement, qui est ER Studio, qui est un outil de modélisation de base de données. D'accord? Donc cet après-midi, William vous en parlera un peu plus longuement. Donc en plus de votre outil de développement, que ça soit Delphi, donc encore une fois, ça c'est valable sur Delphi, C++ Builder ou RAD Studio. Si j'achète un C++ Builder Architect, j'aurai mon C++ Builder et en plus j'aurai ER Studio. Si j'achète un Delphi Ultimate, j'aurai mon Delphi et en plus j'aurai le bundle DB Power Studio. Et si je prends un RAD Studio entreprise, par exemple, ben, j'aurai tous les produits avec tous les accès aux bases de données, parce que je serai en version entreprise. Voilà. D'accord? Donc important, voilà, ces différents niveaux de version qui existent sur Delphi, C++ Builder et RAD Studio. Voilà, on va faire une petite pause. Je vais en profiter pour regarder si vous avez des questions. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Alors, on va reprendre les différentes questions. Ok, ça c'était pour le son. Donc c'est quoi CRM? On a expliqué. Donc c'est une application de gestion de la relation client. Quand est-il prévu de créer une appli natif Android? Alors pour l'instant, il n'y a pas de date sur du natif Android. On verra qu'on peut le faire avec HTML5 Builder. Et là, je suppose que vous parlez de Delphi. Sur la partie de Delphi, pour l'instant, j'ai pas de date. On verra qu'on a la partie mobile iOS. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais pour Android, on n'a pas forcément de date pour le moment, d'accord? Donc on verra encore une fois avec le HTML5 Builder qu'on peut le faire. Le PhoneGap nous génère, au final, on a une vraie application native, même si c'est un petit peu particulier dans la création, parce qu'on part d'une application web, mais le packaging PhoneGap nous permet de faire générer vraiment un fichier APK qui est une application native. D'accord? Certains disent c'est du pseudo-natif, puisque à l'intérieur c'est en mode web, quoi. Mais c'est une vraie application native, puisqu'on peut la déployer sur les Google Play sans problème. Quelqu'un peut-il rejoindre maintenant le webinaire alors qu'il n'est pas inscrit? Un collègue est intéressé. Donc William a répondu, il a remis le lien. En fait, il suffit de s'inscrire. Dès que vous avez l'inscription, vous recevez le lien après directement pour vous connecter. Donc c'est immédiat. D'accord. Une fois une version Delphi achetée, quel support a-t-on en cas de bug? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir que quand vous achetez une version d'un produit, vous avez possibilité de prendre la maintenance, d'accord. Si vous prenez la maintenance, ça vous donnera accès au support, et notamment à cette partie-là, Get Product Support. Il faut savoir par contre que si vous avez un problème d'installation, d'enregistrement de votre produit, que vous ayez pris la maintenance ou pas, tout le monde a accès à cette partie-là, qui est la partie Registration and Installation. D'accord, on va sur Embarcadero, vous allez sur le menu support. Donc, si vous avez des problèmes pour enregistrer, pour installer vos produits, ça, que vous ayez la maintenance ou pas, vous y avez accès. D'accord. Par contre, si vous avez des questions plus techniques en fonction du développement ou autre, voilà, il faudra prendre la maintenance pour avoir accès au support. Après, c'est aussi pour ça, l'autre moyen d'avoir du support, c'est par exemple de suivre le HTML5. Le dev du jeudi, ça vous permet peut-être d'avoir des infos, de voir comment on fait des choses que vous ne connaîtriez peut-être pas forcément.
Après, ça peut m'arriver, je ne suis pas contre de répondre à des questions. Si vous me faites des mails, hein, j'ai donné mon email, vous me faites des mails pour des questions. Voilà, ça ne me dérange pas de le faire. Encore une fois, si vous ne m'envoyez pas 25 mails par jour ou si vous ne m'envoyez pas, évitez, hein, je continue à recevoir ce genre de mail. Le mail avec votre code source en me mettant ça ne marche pas. Voilà, mon boulot, c'est pas non plus de coder à votre place, quoi. Maintenant, si je peux vous aider certaines fois, je le ferai avec plaisir. Je ne vais pas vous dire que je vais vous répondre à la minute, ça dépend où je suis, ça dépend si je suis en rendez-vous ou pas, quoi, voilà. Mais bon, voilà. Et si vous n'insistez pas en m'envoyant 50 mails par jour pour me dire comment on fait ci, comment on fait ça, bon, là je vous dirais allez voir le support, allez prendre la maintenance. Mais sinon, je suis aussi là pour vous aider, vous accompagner dans ce genre de choses. Interbase Embedded, ça existe, donc oui, on l'a dit, hein, ça existe pour en mode Windows, enfin, macOS et tout ça, donc juste la DLL et la base de données. Par contre, pour la partie mobile, ça va arriver bientôt, mais pour le moment, pas encore. Peut-on développer avec des postes en X2 et d'autres en X3 ? Je comprends pas bien en fait ce que vous voulez faire en fait avec des postes en X2 et d'autres en X3. Ah, vous voulez dire que certains développeurs auront la X2 et d'autres auront la X3. Non, ça va être très complexe et vous n'allez pas pouvoir le faire. Puisqu'il faut savoir que quand vous allez prendre votre application X2 et que vous allez la migrer en X3, vous ne pourrez plus redescendre en X2. D'accord ? La portabilité, elle se fait en montant, mais pas en descendant. Si j'ai des développeurs qui sont en X2 et d'autres en X3, si j'ai bien compris la question, tant que les développeurs en X2 restent en X2, ça ne posera pas de problème. Dès que quelqu'un va récupérer la X3 et va upgrader la X2, le code que vous allez régénérer sera un code qui sera pour la X3, donc plus forcément compatible avec la X2. Quoi. Voilà. Ceci sera là. Donc c'est bien d'éviter de... Par contre après, si vous achetez une X3, vous avez accès aux versions X2, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème non plus si c'est des projets différents à faire cohabiter sur une même machine des versions X2 et des versions X3. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bonjour, est-ce qu'on va regarder les possibilités de refactoring? Oui, on en parlera dans un des épisodes, on en parlera aussi. Pourquoi autant de versions à part nous perdre et nous faire payer plus? Donc non, c'est pas vous faire payer plus, au contraire, c'est pouvoir vous faire payer moins et vous proposer des versions en fonction de tout le monde. Alors vous, peut-être que la personne pose la question, peut-être dans son cas, ne voit pas l'intérêt de ne pas faire de base de données, de pas faire. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément de base de données, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément besoin de modélisation et ainsi de suite, quoi. Quand vous regardez juste à votre niveau à vous, vous vous dites peut-être que ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, il y a des tas et des tas de gens qui utilisent Delphi ou C++ ou le RHADStudio de manière très différente. Et donc, le but, c'est de pouvoir leur proposer des versions. Plutôt que d'utiliser, de mettre qu'une seule version, on dit tout le monde prend la version architecte et paye tant. Le gars qui ne fait pas de base de données, qui n'a pas besoin de modélisation et qui n'a pas besoin de tout ça, il va se dire, je paye pas mal de fonctionnalités pour rien au final, quoi. Donc, c'est plutôt pour ça, quoi. Question un peu hors sujet. La compilation dans Delphi X2 avec ou sans package ne change pas la taille de l'exé comme c'était le cas dans toutes les versions précédentes. Pourquoi qui contacter pour détailler le problème? Alors déjà, est-ce que c'est du FireMonkey ou est-ce que c'est de la VCL? Est-ce qu'il y a la réponse en dessous? Oui, c'est de la VCL. Je pense que ça doit être des options, à mon avis, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, c'est pas simple. Faites-moi un mail, je verrai si on peut. Mais enfin, voilà, faut bien détailler le truc et pour essayer de voir ce que peut être le problème. Delphi 2010 peut-il être acheté seul? C'est 201X, alors je ne sais pas si c'est 2010 ou pas. Donc vous pouvez acheter un Delphi 2010, mais encore une fois, aucun intérêt, ce que j'ai dit. Si vous achetez un Delphi X3, vous aurez accès au Delphi 2010. Donc autant prendre la dernière version, et ça vous permettra également d'accéder au Delphi 2010. OK.
Est-il possible d'acheter la maintenance après avoir acheté une version Delphi? Alors, en fait, c'est possible, mais vous avez un délai qui est pas énorme non plus pour pouvoir acheter la maintenance juste après avoir acheté. Souvenir, c'est 15 jours, hein, si je ne me trompe pas. Juste après avoir acheté une version de Delphi, pendant 15 jours, vous pouvez prendre la maintenance sans payer de supplément. Enfin, vous payez la maintenance, mais pas payer de pénalité, en fait. Sinon, après, vous pourriez la prendre beaucoup plus tard. Mais dans ce cas-là, vous allez avoir une pénalité en fonction du délai que vous avez laissé passer. Donc, voilà. C'est le genre de choses, vaut mieux éviter. Si vous, encore une fois, vous avez, je crois que c'est 15 jours. Hein. Donc, un petit délai de 15 jours où là, il n'y a pas de supplément. Et c'est validé quand même. Mais sinon, si c'est au-delà de 15 jours, vous paierez une pénalité. Donc, il vaut mieux bien y réfléchir quand vous achetez la maintenance, ça évite, quand vous achetez le produit, ça évite après de se prendre la tête et de payer des suppléments pour rien. J'ai une version Pro d'X2 et donc pour accéder à une base MS SQL, ce n'est pas bon. Non. Avec DB Express, je précise bien, avec DB Express, vous ne pourrez pas accéder à MS SQL à partir de votre Delphi Pro X2. Prix différentiel pour passer d'un niveau de produit aux autres. Oui, il y a des mises à jour, hein, donc si je suis en pro pour aller vers l'entreprise ou ce genre de choses, quoi. Comment acheter la maintenance séparément? Donc j'ai répondu, hein, donc en fait c'est pas possible, ou alors si vous l'achetez bien après l'achat du produit, vous aurez une pénalité en fait. Vous pourrez, mais vous aurez une pénalité. Ça sera c'est calculé en fonction en fait du délai que vous avez laissé passer entre l'achat et le moment où vous achetez la maintenance. En fait. Donc c'est difficile de vous donner un montant. Là, vous me contactez et qu'on voit en fonction de votre achat ce qui peut être fait. Peut-on installer un X2, X3 sur le même poste pour des applis différentes? Oui, sans aucun problème. Vous pouvez faire cohabiter toutes les différentes versions, même des vieilles versions de Delphi, un Delphi 7, même sur le poste, ne poserait pas de problème. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Pourquoi une version chaque année avec des mises à jour et non pas une bonne version tous les 23 ans? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent hein, au niveau des plateformes, au niveau de Windows. Il y a des nouveaux OS qui arrivent. Je pense que si on avait sorti la X2 et puis qu'on disait voilà, rendez-vous dans 5 ans pour la prochaine version, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur le mobile, sur les OS. Aujourd'hui, ça va très vite, hein, les versions de Windows, les versions de macOS. Donc voilà, faut, ne serait-ce que pour, vu qu'on cible de plus en plus la multiplateforme, voilà, il y a forcément un travail pour être, voilà, ne serait-ce qu'entre la X2 et la X3, il y a Mountain Lion qui est sorti entre-temps. Voilà, il fallait bien être compatible. Il y avait les nouveaux écrans Retina, il y avait Windows 8, donc on essaye de suivre les différentes versions de OS et autres. Parfait, merci pour la réponse. Ok, d'accord, je ne sais plus quelle question c'était, mais tant mieux si j'ai répondu. Ok, merci, bon, très bien. Bonjour, merci pour le retour du dev du jeudi. Quand on désinstalle un Delphi X3, récupère-t-on la licence pour l'installer sur un autre PC? En fait, la désinstallation ne change rien, en fait. Hein. Par contre, vous pourrez réinstaller sur un autre poste. Une des contraintes, ça va être de... comment ça s'appelle, d'enregistrer le produit avec le même utilisateur que celui que vous avez utilisé pour la première installation. Et si jamais vous êtes bloqué, il suffit de repasser par le support, ici justement, là où je suis. Vous pouvez m'en faire une demande pour incrémenter votre limite d'enregistrement. Ça nous permet de tracer. Si on voit que dans la même semaine, vous avez fait 25 demandes, on va peut-être se poser une question si vous n'avez pas installé sur 25 postes différents votre version. Mais sinon, oui, c'est possible. Par contre, ce n'est pas le fait de désinstaller ou de reformater le PC ou quoi que ce soit qui va changer. Ça ne va rien changer au système d'enregistrement. En fait, quand vous enregistrez un Delphi, vous avez un compteur qui s'incrémente. Que vous désinstalliez ou pas, ce compteur ne se décrémente jamais. Donc, il ne fait qu'augmenter. Voilà. Donc, la désinstallation ne va rien changer là-dessus. FireMonkey sera-t-il amélioré dans les futurs updates? Un peu limité pour l'instant. Alors déjà, il est amélioré tout le temps, parce qu'il a déjà été amélioré dans la X3. Je ne sais pas en quelle version vous êtes, mais
il y a déjà énormément d'améliorations sur la X3, donc je ne trouve pas qu'il soit spécialement limité dans la X3. Je vous encourage à suivre les moments où on parlera de FireMonkey. Et oui, il est forcément amélioré, ne serait-ce que aussi pour les nouvelles plateformes et autres. Donc oui, il continue d'être amélioré. Ça a été le cas dans les différents updates et dans la X3 par rapport à la X2. Je ne sais pas dans quelle version vous êtes en fait à l'heure actuelle, mais peut-on avoir des outils de migration d'un code d'une version à l'autre? Exemple, passer de Delphi 7 à X3. Non, il n'y a pas d'outils parce que c'est vraiment c'est difficile d'automatiser ça. Autant il y a certaines choses qui peuvent être automatisées, autant après ça peut dépendre de plein de choses. En plus, là on parle de Delphi 7 à X3, donc il y a la partie composant, il y a la partie Unicode. Donc l'Unicode, c'est vraiment dépendre de votre application. Il peut y avoir des cas où ça n'a pas d'impact, des cas où ça aura un gros impact. Et il y a toute la partie aussi composants externes que vous auriez utilisé. Donc non, il n'y a pas de il n'y a pas d'outils de migration. Par contre, si vous avez besoin d'être accompagné pour cette migration, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Après, si vous cherchez sur le net, vous trouverez quelques outils qui peuvent aider un peu, mais il n'y a pas l'outil parfait, je clique, tout est migré. Surtout, enfin, on parlerait d'une migration X2 à X3, ok, il n'y a pas de souci en fait, hein, mais là, enfin, Delphi 7, X3, Delphi 7, là on a dépassé les 10 ans bien, même, on ne doit même pas être loin des 11-12 ans, quoi, je pense, entre les deux versions, quoi. Donc, éditeur de style pas très fonctionnel, par exemple. Donc, c'était suite à la question de FireMonkey s'il avait été adopté. Alors, c'est l'éditeur de style dans quelle version vous avez utilisé, encore une fois, puisqu'il a changé entre la X2 et la X3. Donc, voilà, je ne sais pas lequel vous avez testé. Lors d'un développement natif iOS, peut-on gérer les différents écrans, exemple iPhone 4 et iPhone 5, idem avec iPad mini et iPad, etc. dans le futur si d'autres tailles d'écran existent? Donc oui, on peut sélectionner l'écran cible. Et je vous encourage à suivre la session qu'on fera sur le développement natif iOS. Vous verrez comment ça se fait. Ça se fait très simplement, la sélection de l'écran. Sinon, peut-on avoir une liste des différences permettant de voir les évolutions de code dans la bibliothèque VCL? Donc, oui, William vous a mis un lien donc qui a été envoyé à tout le monde sur le doc wiki Embarcadero. Il y a détaillé quelles sont les nouveautés de version en version. Par contre, il n'y a pas de Delphi 7 à attendre. Alors, je sais qu'à partir de Delphi 7, entre Delphi 7 et XE ou X2, il y avait des documents qui avaient été faits. Il y avait 2-3 personnes sur le net qui avaient référencé ça au niveau de la VCL, savoir ce qui avait évolué, quoi. Donc vous cherchez un peu là, j'avoue que j'aurais pas les liens là, mais sinon sur le doc wiki, le lien qu'a envoyé William, il y a référencé entre chaque version les différences. J'attends impatiemment la présentation parce qu'on a regardé à deux. Donc là, on parle de l'éditeur de style, hein, je pense. À deux, et même en suivant le tuto sur Embarcadero, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ben, écoutez, on en parlera de toute manière en FireMonkey. Je reconnais qu'entre X2 et X3, l'éditeur de style étant différent, la prise en main peut perturber des fois. Mais oui, de toute manière, on le montrera dans la session sur FireMonkey. Ok. Pas d'autres questions? On fait une petite pause alors. Hop.
Ok. Me revoilà et on va reprendre pour finir cette matinée. J'ai d'autres choses dont j'ai besoin de vous parler. Et après avoir fait le tour des produits, je vais vous parler des différentes offres que l'on a actuellement. En ce moment, il y a différentes offres, donc je vais vous en parler. Après, je vais vous donner quelques autres infos, les dernières news. Et après, je sais que vous aurez tous très faim, donc je vous laisserai aller manger. Donc, les offres en cours. Actuellement, il y a une offre qui vous permet, donc on a vu les différents niveaux de version, de bénéficier d'une version architecte au prix d'une version entreprise. D'accord ? Donc si vous voulez acheter une version entreprise, donc que ce soit un Delphi, un C++ Builder ou un RAD Studio, pour le même prix, vous allez bénéficier de la version architecte. Donc je rappelle que sur la version architecte, vous aurez en plus l'outil de modélisation de base de données ER Studio. C'est un outil que William vous présentera cet après-midi. D'accord, donc ça c'est la première offre qui est disponible. Cette offre est valable jusqu'à la fin du trimestre, jusqu'au 31 mars. D'accord. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous me contactez directement, il n'y a aucun problème, on verra ce qui peut être fait avec vous. Donc dans tous les cas, de toute manière, si vous avez des questions sur les achats de licence ou autre, vous n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. D'accord, donc première offre, j'achète une version, pour le même prix qu'une version entreprise, je bénéficie d'une version architecte. Une deuxième offre qui va concerner les gens qui vont vouloir acheter des versions pro de Delphi ou de C++ Builder. Si vous achetez un Delphi X3 Pro ou un C++ Builder X3 Pro, vous recevrez gratuitement HTML5 Builder. Donc, bien entendu, ça ne concerne que Delphi et C++ Builder, puisque si vous achetez un RAD Studio même Pro, vous aurez directement le HTML5 Builder, puisque dans le RAD Studio, tout est déjà directement intégré. D'accord. Donc dès qu'on prend un RAD Studio, on a automatiquement le HTML5 Builder. Donc cette offre-là ne concerne que les Delphi X3 Pro. Si vous achetez une licence Delphi X3 Pro ou C++ Builder X3 Pro. D'accord. Gratuitement, vous recevrez le HTML5 Builder. Ok, très très bientôt, on va revenir vers vous. On en parlera de toute manière dans les autres épisodes de la saison 2 du Dev du jeudi. Donc très très bientôt là, il va y avoir des nouvelles offres, donc on vous tiendra au courant bien entendu. Il y a toujours des emails qui sont faits, mais là, quand je parle de très très bientôt, c'est vraiment très 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 bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas de toute manière, dans tous les cas, à nous contacter. Il y a un email embarcadero@aroecs.fr. N'hésitez pas à le faire. Bon, je vais l'envoyer à tout le monde aussi. Ok, hop. Donc n'hésitez pas pour tout ce qui est achat à me contacter là-dessus. Hop. Pour tout ce qui est, quand vous avez des questions, pour tout ce qui est achat ou autre, ça vous permet, si c'est pas moi qui réponds, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra vous répondre. Les dernières infos, on va parler des dernières news concernant les outils de développement, RAD Studio et bien entendu Embarcadero. Et on va commencer par une news, même si elle n'est pas tout à fait récente en fait, et je suppose que tout le monde est déjà au courant
depuis un petit moment, puisque si je ne me trompe pas, elle date de novembre ou dans ces eaux-là, c'est ça, début novembre. C'est Marco Cantu qui a rejoint Embarcadero en tant que responsable produit, enfin Delphi. D'accord, donc c'est une très bonne nouvelle puisque Marco Cantu est quelqu'un de très performant et qui connaît très bien Delphi. Donc il va amener beaucoup de choses très intéressantes à Embarcadero. Donc il est désormais un employé Embarcadero, il travaille directement pour Embarcadero en tant que donc Delphi Product Manager. Ça a un autre intérêt également, c'est que ça permet d'avoir quelqu'un qui a une vision européenne, puisque Marco Cantu est italien, et donc d'amener une vision européenne au sein du développement Embarcadero qui est essentiellement américain. En fait. Donc c'est quelque chose que vous avez très certainement dû voir circuler sur les réseaux. N'hésitez pas du coup à suivre le blog de Marco Cantu. Je vais vous mettre l'adresse puisqu'il publie régulièrement, enfin il publiait régulièrement des infos sur les produits, mais encore plus maintenant, et notamment des fois des previews ou autres. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Autre news qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tout le monde a suivi ou si les gens ont vu, mais je suppose que oui, vous avez dû voir passer l'information sur le net. C'est le rachat des composants Enidac par Embarcadero. Donc Enidac, c'est un jeu de composants, d'accord, qui va vous permettre d'accéder à partir de Delphi et de C++ Builder aussi. Aux principales bases de données du marché, on voit qu'on supporte beaucoup de bases de données. On va retrouver Oracle, DB2, MS SQL, Interbase Firebird, Postgre, MySQL, Sybase, SQLite, Access, Sybase AZE, Informix, d'accord, via ODBC pour certaines. Voilà. Donc ce rachat a été annoncé en début d'année, très bientôt. Et là, quand je dis très bientôt, je dis vraiment très bientôt. Vous allez avoir des informations concernant l'intégration des composants Enidac dans le RAD Studio, dans Delphi ou dans C++ Builder. Ok, donc très bientôt. Donc, je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt. Ça sera déjà le cas l'épisode prochain, donc bien avant. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque c'est des très bons composants. Un des avantages aussi de ces composants, c'est pour les gens qui sont encore sur le BDE. D'accord. Pardon. Donc ils sont encore sur le BDE puisque l'architecture des composants, je ne sais pas s'il y a un endroit où voilà, on voit l'architecture. En tout cas, on retrouve le même type de composants en fait que ce qu'on pouvait avoir quand on utilisait le BDE. Donc un composant query, un composant de table, un composant connexion pour la base de données. Voilà, on retrouve le même genre d'architecture qu'on pouvait avoir avec le BDE. Donc il y a également des documents et ça sera le cas également quand tout va être intégré dans le RAD Studio. Encore une fois, j'ai dit très bientôt. Ça sera le cas, il y aura des documents qui vont être faits justement pour faciliter la migration des gens qui seront vers le BDE, qui utilisent le BDE et qui veulent migrer vers les composants Enidac, qui vont être renommés aussi au passage quand ils seront intégrés.
Voilà, donc il y a toute une série de documents qui vont sortir en même temps pour faciliter la migration des gens qui sont sur le BDE pour migrer vers ces types de composants. Je rappelle, j'en profite au passage pour rappeler aux gens qui sont encore avec le BDE que le BDE est mis en deprecated depuis très 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 longtemps. Aujourd'hui, il est toujours disponible, on le trouve encore dans la X3. Ceci dit, la fin de vie du BDE approche. Voilà. Donc, il va falloir clairement penser à migrer sur autre chose. Donc, ceux qui seront sur le BDE, encore une fois, auront beaucoup plus de facilité à aller vers les composants UNIDAC. Et l'autre nouvelle, je pense que c'est certains ont peut-être vu ça, je pense que pas mal ont déjà dû le voir. Le Mobile Studio iOS est disponible en version bêta. D'accord. Donc si vous ne l'avez pas vu, il y a une URL qui est disponible. Hop, je vais l'envoyer également à tout le monde. Voilà. Ok, donc la version Mobile Studio pour iOS, on ne parle pas d'Android cette fois, d'accord, on parle bien d'iOS. Est déjà disponible en bêta, ce qui veut dire que aujourd'hui, si vous achetez une version X3, Delphi X3, Delphi X3, c'est plus visible en X3, RAD Studio X3, d'accord. Vous avez possibilité d'avoir accès à la bêta. D'accord. Donc vous pouvez dès à présent commencer à travailler avec la bêta. Je vais mettre une petite image du coup de l'écran. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un webinar par rapport à qui était fait notamment par Marco Cantu. Il y avait d'autres personnes en Marcadero qui participaient pour présenter justement la bêta actuelle de Mobile Studio pour iOS. D'accord, donc on voit justement tout à l'heure, on avait eu des questions par rapport à comment pouvait se faire la sélection de la taille de l'écran. D'accord, donc on voit en fait qu'on a par défaut différentes tailles d'écran qui sont proposées iPhone, iPad, iPhone 5. On a bien entendu en dessous une autre option qui est Custom Device, donc je vais avoir possibilité de définir mes propres tailles d'écran, d'accord. Ça serait pour le futur. S'il y a des nouvelles tailles d'écran qui arrivent au niveau de l'iPad ou de l'iPhone, on pourra en définir directement. Et on voit qu'on va avoir possibilité de déployer directement sur un device, sur un téléphone iOS, d'accord, un téléphone ou iPad, iPhone ou iPad ou iPod Touch même, ou d'utiliser également le simulateur iOS. Donc cette bêta est très très avancée. La sortie du Mobile Studio ne devrait pas trop tarder, pas aussi rapide que la partie UNIDAC dont on a parlé tout à l'heure, mais ne devrait pas trop tarder non plus. D'accord. Il faut savoir que cette partie mobile ne sera disponible que dans les versions entreprises. D'accord. Si vous êtes en X3 et que vous êtes en version entreprise, vous aurez, je ne sais pas vous dire aujourd'hui est-ce qu'il y aura un coût ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous paierez moins cher de toute manière que si vous n'êtes pas en X3. S'il y a un coût, il n'y en aura peut-être pas. Par contre, logiquement, si vous avez la maintenance, il ne devrait pas y en avoir. Si vous êtes en pro, par contre, ça ne sera pas la même chose. Donc, la version mobile ne sera disponible que dans la version entreprise. Il y aura très certainement des ponts pour passer de pro vers l'entreprise. Enfin, voilà. Pour l'instant, tout ça n'est pas finalisé, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera dans la version entreprise. Ok.
Donc on voit qu'on peut compiler directement. J'insiste bien sur le fait que cette fois on va créer une application native, d'accord. C'est bien le RAStudio. Pour ceux qui ont déjà utilisé la partie iOS dans la X2, ça n'a plus rien à voir, hein. Il fallait utiliser FreePascal, recompiler sur le Mac et ainsi de suite. C'est plus du tout la même chose. C'est bien le RAStudio qui va compiler l'application, d'accord. Par contre, il vous faudra obligatoirement un Mac. Ça c'est dû tout simplement aux restrictions imposées par Apple, d'accord. Il faut savoir que le simulateur iOS ne peut pas être embarqué ailleurs sur le Mac. Donc, il vous faudra deux machines, hein, ou alors sur le Mac avoir une VMware avec un Windows, par exemple. Vous installerez un petit programme sur le Mac qui vous permettra, quand je suis ici, que je clique pour exécuter, que j'ai choisi le simulateur, comme c'est indiqué ici sur l'image. Il se connectera sur le Mac avec le petit PA serveur, la petite exe qui sera présente sur le Mac. Enfin, c'est pas une exe, mais une application Mac qui sera présente sur le Mac. Et il lancera directement le simulateur présent sur le Mac, qui me permettra ensuite de faire du debug et autres. Et du coup, je pourrai lancer la simulation tout en ayant mon IDE qui soit dans Windows. Et je pourrai packager mon application ensuite pour la transférer sur mon iPhone directement. Il faut juste savoir que à partir du moment où vous voudrez déployer, par exemple, et tout ça, il y aura une partie compilation qui sera obligatoire sur le Mac pour générer des applications signées, en fait. Et encore une fois, c'est dû aux restrictions imposées par Apple, quoi. D'accord. Pour pouvoir signer l'application, il faudra forcément le faire sur le Mac. Donc il y a une grande différence, hein, par rapport à ceux qui ont pu utiliser la X2 avec la version iOS, dans le sens où là, cette fois, pas de FreePascal et autres. D'accord. C'est vraiment le RAStudio qui compile l'application. Il y a des tas de nouveaux composants qui vont nous permettre d'accéder directement à tout ce qui concerne le téléphone, d'accord, des objets pour pouvoir utiliser la caméra, pour faire un appel, pour pouvoir utiliser le GPS, d'accord, et autres. On le voit au niveau du design, hein, on prend bien un look vraiment natif, c'est pas un style qui est adapté ou autre. On va prendre un look qui est vraiment le look natif pour l'iOS. Voilà, donc je créerai une application FireMonkey mobile iOS. Et ensuite, je pourrais compiler, donc créer directement mon application, d'accord, sur iOS. On utilisera FireMonkey, les composants standards qu'il y a et autres. Et ce qui veut dire que du coup, je vais pouvoir partager du code avec d'autres applications. Donc là, il y a iOS, mais plus tard, il est prévu d'autres plateformes. Bien entendu Android et autres qui viendront, et le principe c'est que le même code pourra vous permettre de générer une application iOS ou une application Android. Donc encore une fois, je n'aurai pas besoin de développer pour Android, de développer pour iOS ou de développer pour les autres plateformes après quand il y aura d'autres plateformes, mais je partirai du même code et ça me compilera voilà, mon application pour les différents environnements qui seront supportés. Donc il y aura un vrai plus, de la même manière que tout ce qui est... on est d'accord que quand on va définir un écran, je ne vais pas définir un écran de la même manière que si je définis un écran pour un iPhone 5 que si je définis un écran pour une application desktop Windows. Donc ça me paraît logique de redéfinir un écran spécifiquement pour la partie mobile. Et encore une fois, là je le définis pour l'iOS, quand il y aura Android, ben, ce sera le même écran, par contre, il n'y aura pas deux écrans différents. Par contre, tout le reste, tout ce qui est le code, les unités, tout ça, ça pourra très bien être partagé entre mon application iOS et mon application desktop, Windows ou Mac, peu importe. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. De la même manière que pour l'écran, j'utilise les mêmes types de composants que pour les applications desktop. Il n'y a pas de composants spécifiques pour la partie mobile. D'accord. Donc là, la bêta, encore une fois, est disponible, est déjà disponible. Si vous achetez une X3, vous aurez possibilité d'accéder directement à la bêta. Et la date de sortie n'est pas annoncée pour le moment, mais voilà. On n'est pas à une sortie dans un an. Voilà. On est à une sortie proche.
Et pour finir sur les news, et après je répondrai à vos questions, bien entendu, juste une dernière news que vous avez peut-être vu passer, puisque Delphi est devenu majeur depuis peu. Il a souhaité, lors de son anniversaire, ses 18 ans, voilà, puisque c'était le 14 février, que Delphi a eu 18 ans. Donc voilà, il a le droit de boire de l'alcool en France maintenant. Il est content, il peut aller en boîte. Et plus sérieusement, voilà, donc Delphi existe depuis 18 ans et il est toujours présent et il continue de progresser. Donc c'est voilà, une belle image d'un produit qui, malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, continue d'exister et continue de progresser et continue d'avoir de plus en plus de développeurs. Donc voilà. Contrairement à il y a quoi 7-8 ans, des tas de gens qui disaient que Delphi était mort, eh ben non, Delphi n'est pas mort, Delphi est toujours là et vient de fêter ses 18 ans. Il n'y a pas beaucoup d'outils de développement qui ont duré aussi longtemps. Donc voilà, c'est fini pour cette matinée. Je vais répondre à vos questions. Alors, hop. Une mise à jour RAD Studio X3 vers RAD Studio. Non, une mise à jour RAD Studio X2 Pro vers Architect X3 coûte combien? Alors, je vais aller regarder ça. Je vais vous dire ça. Bon, après, je vais parler. Après, quand on parle de licence, hein, ce que j'ai dit des fois, c'est bien de nous contacter parce qu'il y a tellement de types de licences, il y a tellement tout dépend du nombre de licences que vous avez, mais je vais déjà donner le prix d'une licence simple, quoi, en fait. Après, on est d'accord que selon le nombre de licences, selon le type de licence, est-ce que vous voulez des licences nommées, est-ce que vous voulez tout ça, c'est pas forcément les mêmes prix, quoi. Donc on a dit un RAD Studio X2 vers un Architect X3. Donc je suppose vers un RAD Studio, hein, c'est pas précisé, mais on va dire qu'on fait un upgrade d'un RAD Studio X2. On achète un RAD Studio X3 Pro, on achète un RAD Studio Architect X3, alors qu'on a un RAD Studio X2 Pro. Donc déjà, si vous achetez jusque fin mars, votre RAD Studio X3 Architect, vous le payez au même prix que la version entreprise, vous le payez moins cher. Et comme vous avez un X2, vous avez droit au tarif mise à jour. Et on serait, donc pour une licence nommée, on serait à 1799 € hors taxe la licence. Pour un RAD Studio X3 Architect mis à jour à partir d'un RAD Studio X2 Pro. Ensuite, comment puis-je bénéficier d'une offre qui sort 3 jours après que j'ai acheté ma licence? Donc c'est vrai que souvent on a eu ce genre de remarques de gens qui, on sait qu'il y a des périodes où on fait des offres, hein, c'est le cas actuellement puisqu'on en a parlé. Et si j'ai acheté 3 ou 4 jours avant que ça a été annoncé, ben, j'ai pas bénéficié de l'offre du coup, et ou si j'ai acheté après une fois que c'est terminé, ben, c'est trop tard, et ainsi de suite. Alors on a souvent des gens qui sont énervés et qui sont pas contents, enfin souvent, en tout cas ceux qui ont acheté à la limite. Malheureusement, j'ai pas l'autre choix, c'est la loi des promos et des offres quand elles sortent. De la même manière, quand vous allez dans n'importe quel magasin et qu'il y a eu une offre et que vous l'aviez acheté 2 jours avant alors qu'après il y a eu une offre, ben, malheureusement, voilà, vous ne pouvez pas en bénéficier. Voilà. Donc dès qu'il y a les offres, nous on les annonce, donc voilà, essayez de regarder. Mais malheureusement, j'ai pas possibilité, quand les gens n'ont pas acheté au moment de l'offre, de faire bénéficier. Les offres ont toujours des dates, une date de début, une date de fin. Si vous achetez en dehors de ces périodes, malheureusement, je ne pourrai pas faire grand chose. Est-ce que l'arrivée de
ENIDAC prévisage l'abandon de DB Express. Non, non, pas du tout. Donc il n'est pas du tout prévu d'abandonner DB Express. Hein. Même s'il y a eu le rachat d'ENIDAC, c'est pas du tout prévu d'abandonner DB Express. Donc DB Express va continuer de vivre aussi et d'évoluer aussi. IBM AS400 prévu ou pas? Je pense que c'était pour ENIDAC. C'est une bonne question. Je ne sais pas si... je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, mais comme je vous ai dit que très bientôt on aura des nouvelles, et donc on aura tout le détail, donc on saura très bientôt. Grisé sur la page de Dassoft, ouais, je sais pas si c'est grisé ou pas. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. On n'aura donc plus besoin des pilotes DevArt. Ben, les pilotes DevArt existent toujours. Hein. De la société DevArt, elle société qui fait des composants à part. Donc voilà, ces composants existeront toujours. Je ne pense pas que DevArt va arrêter de travailler sur ces composants. Voilà, donc si vous travaillez avec DevArt, enfin c'est avec DevArt qu'il faudra voir ça directement. Quid de DB Express? Donc DB Express, encore une fois, on l'a dit, va continuer d'exister également. Quoi. Ok, mais donc ça veut dire que c'est dispo dans ENIDAC. Si oui, c'est excellent. Pour la partie AS400, sincèrement, je ne sais pas. Hein, pour la partie AS400, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Donc ceci dit, encore une fois, très bientôt. Ce module de développement sera à part ou fourni dans X3 en version finale, surtout pour les utilisateurs courants de X3. Donc ce qui est sûr, c'est que les utilisateurs qui ont X3 et qui ont pris la maintenance, eux, je peux déjà vous dire que forcément ils l'auront directement. Pour les autres, s'ils sont en entreprise, hein, bien entendu, on est d'accord que si vous êtes en pro, vous n'avez pas les accès aux bases de données. Donc, si vous êtes en entreprise minimum, donc entreprise Ultimate Architect et que vous avez la maintenance, il n'y a pas de souci, vous l'aurez. Pour les autres, je peux rien vous confirmer pour le moment, mais encore une fois, je répète, très bientôt. Voilà, on aura toutes les infos. Je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt. C'est une mauvaise nouvelle que Mobile Studio ne soit pas accessible aux versions pro quand on sait que l'outil d'Apple est gratuit. Donc oui, l'outil d'Apple est gratuit, les machines Apple ne sont pas gratuites. Après, l'outil d'Apple ne vous permettra pas non plus, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, ni dans 4 ans, de compiler la même application pour Android. Donc voilà quoi. Donc oui, forcément, il existe aussi d'autres outils. Voilà. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'outils non plus qui, à partir du même code, vous permet de partager du code pour créer des applications, Windows, macOS, iPhone, et puis après on va avoir Android et ainsi de suite. Quoi, voilà. Ensuite, il faut savoir que voilà, Apple gagne aussi de l'argent sur le matériel et tout ça. Nous, c'est pas le cas. Embarcadero ne vend que des outils de développement et des outils de base de données. Si on se met à distribuer nos outils gratuitement, il ne nous restera plus grand-chose. Et voilà, malgré tout, ça reste une société. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Hein. Donc, oui, on vend nos versions. Je suppose que tous les gens qui sont éditeurs, il y en a nombreux qui nous suivent, comprennent bien que voilà, je pense que vous ne pouvez pas donner vos logiciels non plus du jour au lendemain. Des nouvelles de Linux, OS toujours l'Arlésienne, annoncée avec X2, toujours reportée. Donc enfin reporté, oui, pour l'instant c'est toujours d'actualité en tout cas. Maintenant c'est vrai que initialement, parce que alors l'annonce elle date d'un moment quand même, hein, quand Linux avait été annoncé en priorité.
tout simplement parce qu'avec ce qui s'est passé sur la partie mobile et le développement que le mobile a pris, bah oui, aujourd'hui la partie iOS et Android a pris le devant par rapport à la partie Linux parce que c'était prioritaire, parce qu'il y avait plus de demandes. Il y avait plus de demandes que sur le Linux. Alors les gens qui font du Linux, eux, vont trouver ça dommage parce qu'eux, ils attendent Linux. Voilà. Mais il y a aussi d'autres personnes du coup qui attendent iOS, qui attendent Android. Donc c'est toujours l'actualité. Et c'est vrai que la partie, en tout cas, au moins la partie iOS et Android sont passées devant Linux. Pouvez-vous nous dire combien nous sommes à suivre le dev du jeudi? Bah écoutez, on est très très content parce qu'on n'est pas loin des 100 en fait. Hein, donc, alors, je n'ai pas regardé tout le temps, mais là par exemple, on est 93, quoi, voilà. Et je sais qu'il y a des moments où on était un petit peu plus, donc voilà, pas loin des 100 pour la première, c'est bien, voilà, très très bien. Résident en Algérie, comment procurer le produit en dinars? Donc vous nous achetez, on sait vendre en Algérie, il n'y a pas de souci. Donc, enfin, contactez-nous et voilà, il n'y a pas de problème. On verra comment on fait. Mais pourquoi n'a-t-on pas les questions dans le contrôle panel de GoToWebinar? Parce que c'est réservé à ceux qui sont organisateurs. Donc quand on répond, en fait, on peut répondre soit juste à une personne particulièrement ou à tout le monde ou ce genre de choses. Qui est devenu Final Builder, pardon. Donc il existe toujours, hein, le Final Builder n'existe toujours. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus l'accord commercial qu'il y avait avec la version X2 qui permettait d'accéder à Final Builder dans la X3. Mais il existe toujours chez l'éditeur, en fait, Final Builder. Pourquoi ne pas rendre Mobile Studio dispo à la version professionnelle, même avec un léger surcoût? Donc il y aura très certainement un truc, ce que j'ai dit, hein, pour ceux qui sont en pro, en fait, il y aura très certainement quelque chose qui va être fait pour pouvoir bénéficier de la partie mobile et passer voilà, de la pro vers ça. Donc il y aura quelque chose qui sera fait. Maintenant, je ne peux pas vous dire combien ou quoi que ce soit, parce que tout n'est pas finalisé là-dessus, mais oui, il y aura très certainement quelque chose qui sera fait pour ceux qui sont en version pro. Voilà, c'était le choix de dire que c'est mis en version entreprise. Après, c'est toujours pareil, si on augmente le prix de la version pro de base, ceux qui vont faire la version pro et ne vont pas utiliser la partie mobile vont trouver que c'est trop cher. Enfin, c'est toujours pareil. Malheureusement, il sera toujours difficile de satisfaire tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et pratiquement sûr, c'est qu'il y aura quelque chose qui sera fait justement pour que les gens qui sont en version pro puissent passer là-dessus sans avoir un coût complet, et ainsi de suite. Voilà. Il ne s'agit pas de le vouloir gratuit. Non, j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas de vouloir gratuitement. Après, je suis parti sur d'autres choses quand je parlais de faire, quand j'ai parlé de gratuité et tout ça. Mais c'est juste pour dire que, voilà, c'est vrai que voilà, il faut vendre un certain prix. Après, enfin, il faut bien se rendre compte que tout ça, amener gérer iOS, gérer Android et tout ça, ça demande pas mal de développement. Hein. Il y a beaucoup de gens et il arrive à un moment, enfin, je suppose que si vous êtes éditeur logiciel, vous comprenez bien ça. Il arrive à un moment où il faut forcément rentabiliser les développements qu'on a fait. Donc, voilà. Je peux comprendre que certaines fois, on n'est peut-être pas forcément d'accord. On essaye d'avoir différentes versions pour essayer de coller à tout le monde, mais il y aura toujours des cas où on ne colle pas, des cas de gens qui font aussi ça et où ça ne va pas forcément. Voilà. Quels sont les produits pour les étudiants? Donc tous les produits qu'on a montrés, Delphi, C++ Builder, HTML5 Builder ou Grad Studio, existent dans des tarifs étudiants. Donc là, les prix que j'ai donnés tout à l'heure, c'est pas du tout un tarif étudiant, on est bien d'accord. Mais il y a des produits pour les étudiants, pour les écoles, pour les professeurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils sont des prix beaucoup plus bas. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Il n'y a pas de problème. D'autres questions? On est d'accord que quand vous achetez des produits étudiants, par contre, vous n'avez pas le droit de créer des applications que vous allez vendre commercialement et autres. Hein. D'accord. Mais en tout cas, il y a des tarifs étudiants, ça, il n'y a pas de problème.
Pas d'autres questions? Vous avez faim, c'est midi, c'est pour ça. Eh bien, ça y est, on vient de finir notre première matinée. On était beaucoup connectés, donc beaucoup de monde connecté. Je suis très content. Content de voir que le succès du dev du jeudi continue, quoi, que beaucoup de monde attendait ça. Beaucoup de blabla ce matin, c'était, on parlait plus des produits et tout ça. À partir de cet après-midi, on commence les choses plus sérieuses. Donc je vous le rappelle, je vous l'ai dit, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'épisode 17, on va construire une vraie application de CRM avec un serveur DataSnap et tout ça. Donc voilà, on va commencer par la base de données, hein, forcément, il faut la modéliser, après on va faire le serveur, on va suivre toutes les étapes, on vous mettra à disposition les sources et tout ça, il n'y a pas de problème, quoi, voilà. Donc merci encore tous pour votre présence. William a posé une question qui est intéressante en effet à tout le monde. Ce serait sympa de savoir s'il y a des gens si tout le monde a suivi la saison 1, même si vous n'avez pas tout suivi, ou s'il y a des gens qui viennent là mais qui n'ont pas forcément suivi la saison 1. Voilà. On aimerait bien avoir ce genre d'infos. Donc, voilà, donc, si vous pouvez répondre, voilà, c'est bien, c'est intéressant à savoir, quoi, voilà. Donc bah, c'est bien, et voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui répond, donc je ne vais pas relire toutes les réponses de tout le monde, mais c'est bien de voir qu'il y a aussi des gens, voilà, qui ne connaissaient pas et qui du coup ont trouvé, finalement sont venus suivre la saison 2, donc bien intéressant. Pas mal de monde qui a suivi a priori en tout cas la saison 1, donc c'est super. Voilà, encore plein de saisons qui arriveront ensuite, hein, le dev du jeudi a l'air de bien marcher, ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc on va continuer comme ça. Je vais vous laisser aller manger, je suis sûr que vous avez faim, vous en avez marre que je vous parle d'abord. Et c'est l'heure de la pause repas. Je vous souhaite un très très bon appétit. Vous avez le temps, on a 2 heures, prenez votre temps. Et en forme cet après-midi parce qu'on va parler base de données. Donc j'ai de la chance en fait cet après-midi, c'est que je vais me la couler douce. Je vais pouvoir, moi je vais regarder un film pendant que vous regarderez, non, je déconne bien sûr. Mais je vais faire travailler William, voilà. C'est William qui va travailler un peu plus cet après-midi. Donc, il est en train de préciser qu'il va me faire intervenir exprès pour vérifier que je dors pas ou que je ne suis pas en train de faire autre chose, quoi. Je vous souhaite un bon appétit. Merci encore, hein, je vous remercie encore tous pour votre présence. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Ça me manquait un peu, ça faisait très très longtemps. Et donc je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à cet après-midi, 14 h. Bon appétit, à tout à l'heure.